Alors, dernière partie du cours qui concerne les asymétries d'information. Alors d'abord, rappelons ce que c'est. Une asymétrie d'information est une situation où l'un des agents dispose d'une information que les autres n'ont pas. Généralement, c'est le vendeur d'un produit qui possède plus d'informations que l'acheteur. Voilà. Généralement. Un marché est dit défaillant, ça c'est un petit rappel aussi, un marché est dit défaillant lorsque les mécanismes de concurrence qui le régissent ne parviennent pas à fournir un produit dans des conditions acceptables pour tous. Ce sera le cas notamment pour les biens et services collectifs ou lorsque des externalités sont à l'œuvre. Nous allons étudier deux formes de défaillance ici, deux cas d'asymétrie d'information en fait. Le cas de la sélection adverse et le cas de l'aléa moral. Nous allons voir ces deux asymétries d'information particulières. Alors tout d'abord, dans ce premier document, on va aborder la notion d'asymétrie d'information au sens large. Et dans le texte, nous avons deux éléments d'information. Le premier, c'est les actions cachées. Donc il peut y avoir une asymétrie d'information sur une action. L'un des deux agents ne se comporte pas de la même manière qu'espéré, ou plutôt, l'un des agents ne sait pas comment l'autre se comporte. Pour l'instant, ça paraît assez abstrait, mais vous allez voir, mis en application, ce sera assez simple avec les exemples. Et autre asymétrie d'information, plus simple à comprendre, les caractéristiques cachées. Quand un acheteur ne peut pas savoir exactement quelles sont les caractéristiques du produit qu'il achète. Une information asymétrique, eh bien, ça a été dit juste avant. L'information asymétrique, c'est quand l'un des deux agents, lors d'un échange, possède plus d'informations que l'autre. Voilà. Deuxième question, sur quoi l'asymétrie d'information peut-elle porter? Donc elle porte justement soit sur une caractéristique d'un produit, soit sur le comportement d'une personne. Voilà, notamment dans le cas du travail ou dans le cas de l'assurance. On verra ça un peu plus tard. Et donc, deuxième question, il reste des exemples à donner. Alors, des exemples à donner sur une asymétrie d'information, bien par exemple, lorsque vous achetez un fruit ou un légume qui n'a pas de label bio ou de choses comme ça, eh bien, vous ne savez pas finalement quelle quantité de pesticides ou d'engrais ont été utilisés pour la production de ce légume. Donc, vous avez bien moins d'informations que le producteur, d'accord, qui lui va avoir cette information-là. Autre exemple, vous ne connaissez pas la durabilité, je ne sais pas moi, d'un appareil d'électroménager. Une machine à laver, par exemple, à laver le linge, vous ne savez pas si elle est conçue de manière robuste ou pas. Lui, le producteur, le vendeur de la machine à laver, lui le sait. Donc il y a bien une asymétrie d'information sur une caractéristique cachée. Les actions cachées, eh bien, par exemple, dans le cas du travail, le patron ne peut pas en permanence savoir quel est le niveau d'investissement du salarié dans son travail, le niveau de sérieux. Donc là, on a bien une asymétrie d'information sur un comportement, sur une action cachée. Voilà pour les exemples. Troisième question, pourquoi le prix d'une voiture d'occasion ne reflète-t-il pas toujours sa vraie valeur? Donc nous avons une petite illustration à droite. Une voiture d'occasion à vendre. La cote Argus, qu'est-ce que c'est? L'Argus, ce sont des valeurs estimées des véhicules d'occasion selon leur âge, leur kilométrage, leur état général, etc. Et donc, quand on rentre tous ces paramètres, eh bien, l'Argus fournit des cotes, on va dire une valeur estimée du véhicule. Bon, eh bien là, nous avons une cote Argus à 15 000 euros. Et en fait, la voiture est mise en vente à 10 000 euros. Donc 5 000 euros de moins que sa cote officielle. Alors pourquoi? Eh bien pourquoi? Puisque l'acheteur, comme il n'est pas sûr à 100% de l'état du véhicule, il ne peut pas connaître tous les défauts potentiels, puisque le vendeur pourrait lui cacher certains défauts qui ne sont pas forcément visibles à l'œil nu ou vérifiables facilement, eh bien les acheteurs vont avoir tendance à privilégier des prix bas. En fait, il y a à refuser de payer des prix trop élevés parce qu'ils prennent un risque déjà, un risque que le véhicule ait des défauts cachés. Et donc, ils ne veulent pas, d'une part, prendre un risque et en plus payer le prix fort. Donc, les vendeurs vont être un petit peu forcés à baisser leurs tarifs, même si le véhicule
n'a pas forcément de défaut caché, puisque c'est le comportement des acheteurs qui va inciter à cette baisse des prix. Voilà. Voilà pourquoi on a une voiture qui est vendue moins cher que sa cote Argus. Parce que les acheteurs, eh bien, comme ils prennent un risque, ils demandent des prix plus bas. Et les vendeurs sont forcés de s'y tenir s'ils veulent vendre, même si leur véhicule n'a pas de défaut caché. Je laisse une seconde la correction. Alors, activité suivante. La sélection adverse. Donc là, on est dans le petit a maintenant. Alors cette sélection adverse, qu'est-ce que c'est? C'est une des deux grandes asymétries d'information. On va étudier ce que c'est. Justement, on va rebondir sur l'exemple des voitures d'occasion. Et c'est une asymétrie d'information qu'on dit ex ante, c'est-à-dire qui a lieu avant l'échange. Et donc ante, c'est comme antérieur, ça veut dire avant. Alors que nous verrons que l'aléa moral, lui, est une asymétrie d'information ex post, c'est-à-dire après l'échange, après la signature d'un contrat, par exemple. Donc post comme postérieur, comme après. Donc là, notre sélection adverse ici, elle se passe avant l'échange. Alors que nous montre le document? Le document nous montre un petit schéma d'implication logique avec le cas des voitures d'occasion. Et c'est un cas qui a été illustré par un économiste, Georges Akerlof, dans son ouvrage paru en 1970. Alors, l'acheteur d'une voiture d'occasion dispose de moins d'informations que le vendeur. Cette asymétrie crée de l'incertitude pour l'acheteur, puisqu'il a moins d'informations. Cet acheteur, donc, rechigne à payer cher une voiture d'occasion, quelle qu'elle soit, même si elle est bonne. Les vendeurs retirent donc les bons véhicules. Et oui, ceux qui ont une voiture en parfait état, les vendeurs qui vendent une voiture d'occasion en parfait état, eh bien comme ils ne peuvent pas prouver aux acheteurs potentiels qu'elle est en parfait état parce qu'il y a toujours un risque de défaut caché, eh bien les acheteurs vont demander donc des prix bas et donc les vendeurs de bons véhicules vont refuser, certains en tout cas, les vendeurs des meilleurs véhicules, vont refuser de mettre en vente ces véhicules parce qu'ils vont refuser ce prix trop bas. Et donc nous avons un marché qui s'effondre parce que les bonnes occasions sont rares. Et donc le risque, c'est que en fait, vu qu'il n'y a plus que des véhicules moyens ou mauvais parce que les vendeurs de bons véhicules refusent de vendre, eh bien les acheteurs constatant que finalement tous les produits sont au mieux moyens ou au pire mauvais, eh bien ne vont plus faire confiance au marché de l'occasion. Et donc on a un effondrement du marché, en fait, on peut avoir une disparition en fait, du marché. Donc on va prendre les questions dans l'ordre, mais j'ai déjà un peu fait le tour. Donc pourquoi l'acheteur rechigne-t-il à proposer un prix élevé au vendeur? Eh bien il rechigne car il y a toujours une part d'incertitude sur l'état réel du véhicule. Et donc, eh bien, l'acheteur ne veut pas payer le prix fort vu qu'il a un doute. Expliquer l'expression « les mauvais produits chassent les bons produits ». Alors là, je l'expliquais aussi. Eh bien en fait, la présence de mauvais produits fait que les acheteurs sont méfiants. Les acheteurs étant méfiants, ils demandent des prix bas. Et donc les vendeurs de bons véhicules refusent de baisser leurs tarifs et refusent de vendre. Et donc la présence des mauvais produits a chassé les bons produits du marché. Question 6. En proposant un prix faible, quel type de véhicule l'acheteur risque-t-il de sélectionner? Eh bien du coup, il risque de sélectionner un mauvais véhicule, puisque à un prix élevé, à un prix faible, les bons véhicules ne sont plus sur le marché. Les vendeurs de bons véhicules refusent de vendre à ce prix-là. Donc avec un prix bas, l'acheteur a des chances d'acheter un mauvais véhicule. Et donc pourquoi le marché d'occasion peut-il s'effondrer? Parce que s'il n'y a plus que des mauvais véhicules, eh bien les acheteurs ne vont plus acheter. Et donc, en fait, il n'y aura plus de marché. Question complémentaire sur la droite. Quels sont les dispositifs qui existent pour faire face à cette asymétrie d'information dans le cadre des véhicules d'occasion? Eh bien là, dans ce cadre-là, la mise en place de moyens de vérification comme le contrôle technique, par exemple, est un moyen de faire face à cette asymétrie d'information. Puisque le contrôle technique va être fait par des professionnels qui vont pouvoir déceler les défauts, et notamment les défauts les plus importants, en termes de sécurité par exemple, mais pas uniquement,
Et donc, le contrôle technique rétablit une certaine symétrie dans l'information, ce qui fait que là, les vendeurs de bons véhicules pourraient plus facilement proposer des tarifs élevés parce que les acheteurs comprendraient le tarif élevé, étant donné qu'ils peuvent vérifier que le véhicule est vraiment bon. Et donc, ils pourraient accepter de payer plus cher. Voilà. Donc ça, la mise en place de règles, de normes, de réglementation, eh bien, c'est une solution pour faire face à cette asymétrie d'information qui porte sur les caractéristiques. Nous allons voir. Alors là, je mets juste une petite pause. Vous pouvez mettre pause sur l'écran pour voir les réponses. Et on passe à l'exemple suivant. Un autre exemple donc d'asymétrie d'information qui porte sur les caractéristiques du produit, donc un problème de sélection adverse. Alors je n'ai pas expliqué la sélection adverse, pourquoi ce terme-là, puisqu'en gros, en fait, normalement, sur un marché qui fonctionne bien, eh bien ce sont les meilleurs produits qui l'emportent, entre guillemets. Et là, dans le cas d'asymétrie d'information, eh bien en fait, les bons produits sont chassés et les mauvais restent. Et du coup, c'est l'inverse, si vous voulez. C'est l'inverse de ce qui devrait se passer. Voilà. Alors, là, on a l'exemple des œufs. Alors, qu'est-ce qu'on a comme information? Donc ça, c'est la question 1. Eh bien, nous avons un mode d'élevage qui correspond à des réglementations très précises. On a quelques exemples ici. Pour les œufs en cage qui sont les moins bons, les codes numéro 3, eh bien, il y a beaucoup de poules au mètre carré, elles ne sortent pas, etc. Et plus on va vers le 0, qui sont les œufs bio, qui ne sont pas illustrés ici, plus on va vers les œufs bio et plus les conditions d'élevage, entre guillemets, sont bonnes. Voilà, donc il y a 4 numéros, 0, 1, 2, 3, 3 étant le moins bon, 0 le mieux. Qu'est-ce qui est donné aussi comme information? Le pays d'origine, ainsi que donc, le code de traçabilité de l'élevage, c'est-à-dire le site de production, même le bâtiment, etc. Donc on peut tracer exactement d'où vient l'œuf, notamment en cas de problème sanitaire, d'épidémie, on connaît bien ça en ce moment. Et bien là, on peut remonter à la source de manière précise. Voilà les informations disponibles pour les consommateurs. Donc là, il y a une information assez importante. Et donc, justement, comme il y a une information assez importante qui est donnée aux consommateurs, eh bien, il peut y avoir des prix élevés pour certains œufs, parce qu'on va pouvoir prouver qu'ils sont largement meilleurs que les autres. Et donc, les œufs bio, s'ils sont entre 50% et 100% plus chers que les œufs, par exemple, catégorie 3 en cage, les moins bons, là, bah du coup, le consommateur, lui, peut accepter parce qu'il a ce moyen de vérification par cette réglementation qui l'informe. Donc là, on a une réglementation, on a une fois de plus l'État qui vient faire face à une asymétrie d'information, à un manque d'information potentielle. Et bien là, il résout le problème, comme avec le contrôle technique, en mettant des réglementations et en communiquant sur le contenu de ces réglementations pour le consommateur. Voilà. Je laisse quelques secondes encore les réponses. Et on enchaîne. Le problème d'aléa moral. Donc là, petit b, asymétrie d'information ex post. Cette fois-ci, nous ne sommes plus dans une sélection adverse, donc qui porte sur les caractéristiques du produit, et avec une situation qui est problématique avant que l'échange ait lieu. Là, on a une situation qui porte sur le comportement des personnes, et qui a lieu après la signature d'un contrat, notamment d'un contrat d'assurance. Alors, dans le texte, on nous parle d'un assureur qui réfléchit au fait d'accepter un contrat qui assure un centre sportif qui emmène des clients étrangers au sommet du Mont Blanc. Et donc, eh bien, sur quoi porte la symétrie d'information? Sur le comportement du guide de haute montagne. Est-ce qu'il va être plus ou moins précautionneux? Il va prendre plus ou moins de risques. Puisqu'en fait, lui, le guide de haute montagne, pour être rentable, eh bien, en fait, il va devoir prendre plus de risques parce que plus il est précautionneux, plus ça lui prend du temps et donc, du coup, plus il perd de l'argent, entre guillemets. Donc, pourquoi le guide de haute montagne n'adopte-t-il pas le comportement attendu par l'assureur? Eh bien, justement, parce que ça lui coûte. Les précautions supplémentaires, c'est de l'argent perdu ou de l'argent dépensé, des coûts supplémentaires pour le guide de haute montagne. Alors que l'assureur voudrait que tout les maximums de précautions soient prises. Voilà, donc là, il y a une opposition d'intérêts, si vous voulez.
Question suivante, pourquoi un conducteur couvert par une assurance automobile peut-il être amené à prendre des risques? Eh bien, lorsqu'un automobiliste est assuré, eh bien, pourquoi il prendrait des risques? Eh bien, il prend des risques parce qu'il sait qu'il est assuré. Donc, il ne va pas forcément assumer directement les conséquences de ses actes. Voilà pourquoi quelqu'un d'assuré peut prendre plus de risques que quelqu'un qui ne le serait pas. Si on dit aux automobilistes, eh bien, écoutez, il n'y a pas d'assurance, et si vous avez un accident, eh bien, vous payez tout, et notamment s'il y a des dommages envers autrui, envers d'autres personnes, des problèmes de santé qui sont liés à l'accident, eh bien, vous paierez les soins. Et bien là, du coup, ce principe où la responsabilité porterait à 100% sur l'automobiliste, eh bien, ça inciterait à des comportements les plus prudents. Alors que l'assurance peut permettre potentiellement aux automobilistes d'avoir des comportements moins prudents. Voilà. Donc, c'est ce que j'avais mis dans la question de un couvert par une assurance peut être amené à prendre des risques parce qu'il sait que l'assureur n'a pas les moyens d'observer, n'a pas les moyens d'observer et de contrôler son comportement. Ok. Et donc, expliquer en quoi consiste l'aléa moral sur le marché de l'assurance. Eh bien, l'assureur il subit l'aléa moral sur le marché de l'assurance en raison des comportements risqués ou inadéquats des assurés qu'il n'est pas en mesure de contrôler. Donc l'aléa moral, c'est une incertitude sur la moralité, si vous voulez, sur le comportement de l'assuré. Et cette incertitude, elle est liée au fait que l'assureur ne peut pas contrôler tout le monde. Et donc là, on a bien une défaillance de marché, car dans ce cadre-là, eh bien l'assureur, il ne sait pas vraiment quel prix fixer en fait. Parce que, est-ce qu'il a affaire à quelqu'un de précautionneux, quelqu'un qui ne prendrait pas de risques, qui ferait attention, etc. Ou est-ce qu'il a affaire à quelqu'un qui, au contraire, va avoir tendance à prendre plus de risques parce qu'il se sait assuré? Donc là, eh bien, quel tarif fixer dans ces cas-là? Eh bien, nous allons voir un élément de réponse. Le bonus-malus. Donc là, on est dans le cadre de l'assurance automobile. Et nous avons un assuré qui, en fait, paye de moins en moins à mesure qu'il n'a pas d'accident. Donc on a une cotisation plein pot ici, là, à gauche, donc de 500 € par an. Ok. Et qu'est-ce que nous dit le texte? Chaque année, si le conducteur n'a pas d'accident en tort, donc d'accident pour lequel il serait responsable, eh bien on accorde une remise de 5% par an. Donc le bonus va augmenter année après année. Voilà. Et donc nous avons, donc ça c'est un exemple, le 500 €, il est pris de manière arbitraire, d'accord? Mais c'est la logique qui compte. Ok. Et donc évidemment là on a dans ce cadre-là, au bout de 14 ans sans accident en responsabilité, eh bien le conducteur paye plus que la moitié du tarif. Voilà. Donc là on a une incitation, rappelez-vous, les incitations pour les externalités, on avait la fiscalité qui pouvait inciter les consommateurs à se comporter différemment ou les producteurs à se comporter différemment. Ben là encore, nous avons une incitation monétaire, une fois de plus. Première question, vous aviez un bonus de 0,68 et vous payez 340 € d'assurance automobile. Mais vous avez causé un accident responsable dans l'année. Calculez votre nouveau coefficient réduction-majoration et votre nouvelle cotisation d'assurance. Et bien là, c'est tout simple, puisque, que nous dit le texte, lors d'un accident responsable, on a une augmentation de 25% de la prime d'assurance. Donc une augmentation de 25%, ça veut dire qu'on va multiplier par 1,25. Et donc voici la réponse. Donc notre coefficient, il passe de 0,68 à 0,85. Et nous avons notre nouvelle cotisation qui passe donc de 340 € avant l'accident à 425 € après l'accident. Deuxième question, les compagnies d'assurance cherchent-elles à surmonter une situation de sélection adverse ou d'aléa moral? Alors oui, elles cherchent à surmonter une situation d'aléa moral, car elles tiennent... Alors oui, la réponse est oui, mais surtout c'est une situation d'aléa moral dans le cadre de l'assurance, car elles tentent d'inciter les assurés à adopter les bons comportements les plus prudents pour éviter les accidents. Elles n'ont plus besoin, du coup, de connaître à l'avance le comportement de l'assuré, puisque c'est la conséquence de son comportement qui va modifier le prix. Donc, les assureurs, pour faire face à cette asymétrie d'information, mettent en place un système incitatif qui va réduire le coût
à mesure que le comportement sera plus prudent. Voilà. Et la petite synthèse, eh bien, je vous laisserai la lire. Et on va s'arrêter là pour ce cours.